ça vient du fond de la vallée. Aussitôt que ça passe le gué de la rivière, que l'ombre tranche tel un long clin d'œil. Le brillant de l'eau entre les iscles nous savons que c'est un homme. Nos corps vides de femmes sans mari se mettent à résonner d'une façon qui ne trompe pas. Nos bras fatigués s'arrêtent tous ensemble d'ammonter le foin. Nous nous regardons et chacune se souvient du serment. Nos mains s'empoignent et nos doigts se serrent à en craquer les jointures. Notre rêve est en marche, glaçant d'effroi et brûlant de désir. L'homme monte. Il marche d'un bon pas. Pourtant, sa marche paraît lente, douloureusement lente pour nos nerfs à vif. Pour tuer ce temps qui nous torture, nous redoublons d'élan dans le travail. Fourches et râteaux dansent une gigue qui grossit rapidement l'état de foin. Nos bras s'agitent sans que nous soyons en eux. Tous nos sens sont ailleurs, tendus vers lui. Chaque fois que l'homme trécoule derrière un repli du terrain, je me demande si je n'ai pas rêvé ou s'il n'a pas simplement décidé de rebrousser chemin. À chaque fois, je me tourne vers mes compagnes et je lis sur leur visage la même angoisse que la mienne. Le temps nous presse, nous oppresse. Parfois, j'ai l'impression que ce temps nous crie après. Nous étions calmement installés dans l'attente, bercés par la certitude qu'un jour, un homme viendrait. Et voilà que la proximité de cet homme bouscule notre patience et transforme la bonne chienne qu'elle était couchée à nos pieds en une louve affamée. Voilà plus de 2 ans que nous n'avons plus vu d'hommes. Les derniers, les nôtres,
sont partis en février 1852, raflés par les gendarmes qui les poussaient de leurs fusils. Ces gendarmes étaient ceux du tout nouvel empire de Louis-Napoléon Bonaparte, parricide de la Deuxième République dont il avait été le président. À peine était-il parti que dans le vallon, sous le bois du Défend, les fusils ont claqué. Martin et son ami Antoine Jean ont été tués parce qu'ils avaient cherché à s'enfuir. Mon père aussi est mort aux îles du Salut, condamné à la transportation à perpétuité au bagne de Cayenne, parce qu'il était un chef, parce qu'il était dangereux, et parce que les assassins de la République avaient décidé de réprimer sauvagement ce qui la défendait. Les autres ont été transportés en Algérie. Martin était mon amoureux, mon promis. J'avais 16 ans et demi lorsque le malheur est arrivé. Lui en avait 18. Combien de fois l'avais-je boustillé depuis des années pour qu'il comprenne mon attirance? Une fois, une seule fois, je lui ai laissé caresser à travers le tissu de ma blouse mes seins de femme, déjà prête à l'amour, déjà prête à se gonfler d'enfant. C'était le 20 décembre 1851, pour la fête du solstice d'hiver, qui salue la fin des jours qui raccourcissent. Le soir, nous avions dansé autour du feu. Malgré la tristesse de l'échec du soulèvement républicain. Ce même jour, mon père, notre mère, avait refusé d'organiser le vote demandé par le tout nouvel empereur pour nous faire plébisciter son coup d'État. Le village était en colère. Seuls des bulletins oui avaient été imprimés par l'administration de l'illustre prince. Comme tous les hommes, rentrés moins de 10 jours avant de la bataille victorieuse des Républicains, Martin avait bu. Beaucoup. Pour oublier l'humiliation de la République renversée, la peur, la répression que l'on imaginait sans en connaître le visage. Moi, je pressentais des temps mauvais et j'avais décidé d'avouer vite mon amour et mon désir. Dans la grange de son père où je l'avais entraîné, j'ai appuyé ma bouche sur la sienne. Il sentait le vin, mais j'ai aimé le goût de cet homme que j'étais décidée à prendre. Martin et Antoine Jean sont les deux seuls hommes que nous ayons gardés.
2 hommes morts, 2 corps jeunes que nous avons enterrés dans la mer de Galée. Personne, depuis février 1852, n'est monté au village. Ah, au début, nous les avons attendus. Nous les avons attendus de pied ferme, ces représentants de l'Empire, de la morale et de la religion. Nous attendions des prédicateurs et des soldats de tout poil. Nous n'étions que femmes et enfants, mais nous savions que nous devrions nous défendre contre ces 2 familles de prédateurs des faibles. Ce que nous attendions surtout, c'était cette moitié de notre humanité qui avait été arrachée à notre terre, à nos murs, à nos cœurs. Moi, après des jours de cris et de pleurs, je transformais ma douleur en haine et en violence. Je graissais mes fusils, je poudrais et mes compagnes faisaient de même. Chaque femme du village avait appris auprès de son père, lorsque l'âge ne faisait pas encore de différence entre filles et garçons, à doser la poudre et à tirer. Le garçon manquait que j'étais aimé les armes. Le premier tir avait été une révélation. Le recul m'avait jeté sur le dos. Cette violence explosive m'avait donné le frisson. Mais peine perdue que nos entraînements militaires. Personne n'est venu. Comme si l'opprobre se refermait sur notre communauté. Comme si la quarantaine des grandes pestes nous enveloppait de son manteau de brouillard pour nous isoler du reste du monde. Nous ne savions rien. Nous ne savions pas si les hommes emportés étaient encore en vie. Personne ne venait vers nous. Nous ne sommes pas allés vers les autres non plus. Par peur, par crainte de découvrir qu'au-delà de l'horizon de nos terres, il n'y avait peut-être plus que le silence et la mort. Nous n'avons plus bougé du village, noyés, volontaires, dans les travaux qu'exigent, de l'aube à la nuit profonde, les becs ouverts de nos enfants, de nos bêtes et de nos champs. Le 1er mai, après des mois d'attente vaine et étouffante, Rose, la fille du boulanger, a sorti sa robe de novie. Oh, cette robe n'était rien de plus que sa plus belle robe, mais je me souviens qu'elle était bleu foncé et qu'elle me faisait envie. Elle en a habillé un épouvantail qu'elle a planté sur le bord du plateau. Je me souviens qu'elle pleurait de rage. Sur le col de la robe, elle a noué le modeste collier de fleurs d'oranger en cire que la famille avait arraché à sa pauvreté. Nous autres, nous n'avons rien fait pour l'en empêcher. Mais nous avons partagé ses larmes, jusqu'à nous en cuire les yeux et le visage. Rose aurait dû se marier en avril. Alors, la mère du garçon qui devait épouser Rose a sorti le costume de
mariage de son fils et en a fait un deuxième épouvantail qui a pris la manche du premier. Depuis ce jour, notre village de femmes vit sous le signe de ce couple qui n'a jamais été et dont les deux silhouettes immobiles tournent le dos à la vallée. C'est notre signe pour dire que ici, il y a la vie. L'homme qui court lentement vers nous est donc le premier. Je serre la pomme qui se trouve dans ma poche. Je caresse cette pomme lisse que j'ai fait briller et je pense à Ève. Soudain, j'ai envie de croire à ce mythe et d'être la première femme. Il nous faut attendre près d'1 heure avant que l'homme ne se présente à l'orée de notre champ. Nous le regardons et il nous regarde. Il a suspendu sa marche et nous nos gestes. Lorsqu'il fait un pas supplémentaire vers nous, nous nous penchons vers l'ouvrage. Soudain, sa main se pose sur mon bras pour l'arrêter. Je le regarde. Et dès cet instant, je sais que j'appartiens à cet homme. Et je sais dans le même temps que je vais devoir le partager. Jamais je n'aurais imaginé cela, que je puisse tomber amoureuse. Nous avons longuement parlé entre nous. Nous avons eu tout notre temps pour réfléchir, chacune de notre côté, à la venue de cet homme, bien avant qu'il ne se matérialise. Forte de mon rêve de Martin et de ma condition de vierge veuve, je n'ai jamais, en aucune façon, imaginé que je puisse être attirée par l'inconnu que nous attendions. Je l'ai construit comme un objet. Et c'est un homme. J'ai programmé notre relation comme un simple échange fonctionnel. Et mes sentiments arrivent comme une crue de lasse, une vague insurmontable qui balaye d'un coup mes résolutions, mes choix, ma volonté. Nous avions tout prévu de la venue de cet homme. Notre premier objectif était sa semence. Ensuite, sa force de travail. Enfin, sa présence. Jamais son amour. Même en secret, je n'ai pas imaginé cette éventualité. Et mes compagnes non plus. Nous étions trop tendus vers cet élan primaire, cet instinct de vie qui nous vient de l'aube de l'humanité et même du monde des bêtes, la reproduction. Pourtant, combien de fois je rêvais de me blottir contre mon homme Martin, de recevoir sa tendresse, même maladroite, de caresser son corps et d'être jalassée par lui pour m'ébrouer comme s'ébrouent les poules qui viennent d'être couvertes par le coq. Je suis complètement bouleversée. Je ne sais ni que faire, ni ce qui va se passer. Pour le coup, je suis amoureuse. Pour le coup, je suis la première qui l'ait touché, mais rien ne dit qu'il va me choisir. Je me demande même si mes compagnes ne sont pas tombées amoureuses, elles aussi, de cet homme. De notre homme. J'ai honte. J'ai peur. Honte d'être attirée par le premier homme apparu après Martin. Honte d'être déjà tentée de trahir le serment qui me lie aux autres femmes du village. Peur de ne pas savoir partager.
peur de trahir. Je me rends compte qu'en posant la main sur une seule d'entre nous, l'homme divise notre harmonie. Je dois réagir. Je lui tends la fourche. Il hésite, puis l'empoigne. En l'enfonçant dans le foin, il s'enfonce dans le labeur et entre dans son rôle de force de travail et nous redonne notre égalité. L'idée est venue un soir d'ouvrage en commun, alors que nous étions toutes assises sous l'arbre du cours et que les enfants étaient couchés. Elle est sortie de la bouche de l'une d'entre nous, comme une bulle vient crever la surface d'une mare. La question était en nous depuis un certain temps déjà, nichée au chaud de l'inquiétude. Et s'il n'y avait plus d'hommes? Plus d'hommes nulle part. Aucune de nous n'a levé la tête. Ce ne sont pas ce genre de graines de pensée qui vous font lever la tête pour sourire. Nous l'avons longuement mâché, comme une poignée de grains de blé que l'on garde longtemps dans la bouche, pour en extraire le goût, les peaux, les moindres boudures, le sucre. Le silence est resté sous l'arbre, au-dessus de nos têtes penchées et ruminantes. Et puis, je crois que nous avons toutes parlé en même temps. On aurait dit une troupe de pintades affolées, les idées volées comme des sauterelles, se croisant avec leurs ailes ouvertes de toutes les couleurs, bleues, rouges, orangées. Je crois que nous avons toutes dit la même chose de 1000 manières différentes. Mais nous étions toutes d'accord. Un jour, un homme viendrait, s'il en restait, et nous devrions le partager pour la vie de nos ventres. Alors nous avons tout imaginé, des soirées durant, puis des journées durant. Nous avons tourné et retourné les circonstances, les détails, les paroles que nous dirions, l'organisation de la vie autour de l'homme inconnu qui viendrait. Pendant des jours et des mois, nous en avons fait le portrait, la statue. Nous l'avons habillé, déshabillé, fait parler, fait rire, fait manger, fait dormir, puis fait aimer. C'était du bonheur pour une part et une plaie pour l'autre. Cette plaie qui s'évertuait à cicatriser, nous en grattions la croûte sans cesse pour la faire saigner, pour que viennent d'autres idées, d'autres pensées, d'autres souvenirs du futur qui allait venir. J'aime le village dans lequel je suis née,
au cœur duquel j'ai vécu presque toute ma vie. De loin, il semble être posé sur la plaine. Mais quand on l'approche, on le trouve sur un promontoire, entouré d'une taille profonde, comme si un géant avait biné tout autour de lui dans la mer de Galles. Notre village se mérite. Alors qu'on le croit à portée de main, il faut encore plonger dans le ravin et grimper dur vers les maisons serrées comme un bouquet de fleurs. Notre village est en plein vent. L'été, quand la brume laiteuse gomme tout le relief, il est isolé du monde. On se croirait sur un navire en pleine mer, au milieu des vagues du plateau qui ondule sous la chaleur. L'hiver, le monde réapparaît avec le ciel bleu. Quand le Mistral a soufflé des jours, les montagnes se rapprochent, comme pour se pencher sur nos vies. C'est particulièrement le cas de la montagne de Lure. C'est ma montagne préférée, bien que je n'y sois jamais allée. Pour moi, elle ressemble à une main d'homme au repos. Une main d'homme posée à plat et que l'on verrait de profil, craquelée et burinée par le soleil, le vent et le travail. Les soirs où le Mistral nous a enivrés tout le jour, bien plus que notre vin, cette main se rapproche tant que je crois la sentir se poser sur mon ventre vide et brûlant. Je rêve qu'elle s'aplatisse et s'étire là-haut vers mes seins volcans, plus bas vers mon bas-ventre fontaine, jusqu'à ce que le plaisir me détende et m'endorme d'un sommeil souriant. Mais ce plaisir est toujours sans vie. Mon cœur et mon corps sont vides. Le premier pleure l'homme perdu, le second l'homme qui ne vient pas. L'homme est dans notre village de femmes, et ma violence me tombe des bras. Le premier soir, nous le logeons dans le petit jas à l'entrée du village. Nous ne savons pas qui il est. L'homme lit. Je le découvre en allant lui porter son souper. Il lit, et c'est rare. Cette découverte fait battre mon cœur. Pour moi, un homme qui lit ne peut être qu'un homme bon. Et puis, c'est une chose que nous avons en commun. Ma raison y voit un encouragement pour mes sentiments. Je suis arrivée à pas de mots et il ne m'a pas entendu venir. Je l'observe un moment en secret. Je vois son sourire naître des mots qu'il lit. Je repense à mon père et aux 5 livres qu'il nous a envoyés cachés lors de l'entrée des gendarmes du village. Je repense à mes heures d'apprentissage de la lecture avec mon père quand j'avais 5 ans. Je repense au plaisir de lire et de relire, de savourer les sons des poèmes lus à tue-tête seul dans les champs. Soudain, la main de l'homme se pose sur mon bras. Je sursaute et le repousse. Qui es-tu ? À cette
questions posées abruptement, l'homme répond en me tendant son passeport. Il s'appelle Jean de son prénom et Jean de son nom. Il est maréchal ferrant. C'est le métier qu'indique ce document qui lui permet de circuler. Il vient du Var, il a peu d'outils, il s'occupe des mulets et des ânes. Après qu'il eut mangé lentement et que je l'ai regardé faire, le Jean me montre ses livres. Il en a 8 et je suis admirative de sa richesse. Je tourne les pages de chacun avec une avidité contenue. Dès petite, mon père m'a appris à ménager ce qu'il me présentait comme des tiens fragiles, dans lesquels mots et idées sont rangés. Soudain, je prends conscience du souffle de la respiration du Jean dans ma nuque. Je continue à tourner les pages du livre, mais les mots s'effacent. Je suis tout entière occupée à ce vent léger dans lequel les cheveux échappés de mon chignon semblent jouer à se laisser boucler. Bien que nous ne nous touchions pas, je sens la chaleur du corps du Jean et son odeur. La présence de l'homme m'enivre. Je tourne encore les pages pour faire durer ce plaisir qui me fait fermer les yeux. Je me retiens de respirer, de peur qu'il ne remarque quelque chose. Je me retiens d'appuyer mon dos contre le mur de sa poitrine. Cette retenue devient douleur. Je pose le livre dans ses mains et je m'enfuis à toutes jambes, sans même lui souhaiter la bonne nuit. En un rien de temps, je suis à notre maison, devant laquelle la mer attend, recroquevillée. La joie que j'ai de cet homme et qui me vient dans le cœur me fait voir par contraste que la beauté, la force et le bonheur que les parents avaient ensemble a quitté la mer depuis que le père est parti. Ce trou immense, je ne le vois que parce que le mien est en train de se combler, tandis que celui de ma mère reste béant. Je crois qu'elle n'a ni l'envie ni la force de me reprocher d'avoir tarnassé si longtemps avec un inconnu. Elle sourit plutôt de voir dans mes yeux et sur mes joues cette couleur qui n'a rien à voir avec l'éclairage du couchant. Je lis dans ce sourire un accord et même un soulagement de me voir aimer à nouveau un homme. Le désir de vivre est en moi. Son travail de mère est accompli. Depuis que l'homme est dans notre village de femmes, je me surprends à me mirailler. Je doute. Chaque soir, je vais lui faire son souper dans la maison où nous l'avons installé. Ah, c'est la règle que nous avions décidée entre femmes. Celle que l'homme toucherait en premier aurait la priorité. Elle s'occuperait de lui. Les autres se tiendraient à l'écart, jusqu'à ce que la première en ait fait son homme. Alors, elle devrait lui faire comprendre qu'en devenant l'homme de l'une, il avait également le devoir de devenir l'homme des autres, la semence du village. Je suis troublée d'avoir si vite oublié Martin. Cette trahison de mon cœur heurte ma raison. Elle me bouleverse et me boue en dedans.
ce qui me rend brusque et souvent désagréable. Le Jean est plein d'attention pour moi. Il me montre qu'il me fait la cour. Chaque soir, il y a sur la table un bouquet de fleurs, de feuilles, de graines. Je repense à mon père, qui rentrait chaque jour à la maison avec au moins une fleur, une feuille, un copeau de bois, un champignon, 3 fraises ou quelques grémoulous, une pierre parfois. Ma mère disait « Mais qu'as-tu encore ramené là ?» De temps en temps, l'attention du Jean se porte vers mes compagnes, qui se languissent que les hostilités commencent pour avoir leur dû. Quand je m'en aperçois, le cœur me pince. Le Jean va jusqu'à me dire que je lui plie. Oh, il est patient devant les combats qu'il observe en moi. Il n'a encore jamais osé me toucher. Respectueux qu'il est de ce qu'il pense être de la peur ou de la timidité. Pourtant, il n'a pas pu ne pas se rendre compte de l'attirance qui me pousse vers lui. Je fais durer par peur, par fierté, par révolte. Je multiplie les lectures avec Jean, quand les travaux nous en laissent le temps. Je retrouve à chaque fois le même bonheur dans ce partage, qui mûrit le fruit vert que je suis. Un jour, le fruit lâche sa branche. J'appuie doucement mon dos contre la poitrine du Jean, qui met bien longtemps, je trouve, avant de refermer ses bras sur moi. Nous tremblons un long moment du désir qui nous envahit. Cette première rencontre physique va durer des heures avant de me laisser pantelante et émerveillée. Au début, je me retiens de mordre à pleines dents dans cet homme que j'attends depuis longtemps, depuis toujours, je crois. Mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment une femme doit être la première fois qu'elle va jusqu'à la peau de l'homme. J'attends et je laisse le Jean guider cette première danse. Dehors, à 2 pas du village, éclate un violent coup de tonnerre. En même temps que le ciel se rompt pour libérer la pluie que nous attendons depuis longtemps, mon barrage cède. Et c'est la débâcle en moi. Je me jette sur mon Jean, forte de cette certitude de la vie que nous, les femmes, avons, et qui nous fait marcher d'un pas décidé et franchir n'importe quelle barrière. Je prends, je mords, je frappe, je ne sais plus où je suis, je disparais, je perds conscience, je hurle quand le plaisir m'envahit. La force et la profondeur de ce plaisir sont si intenses et si inattendues qu'il me semble un moment que je vais mourir, devenir folle. C'est la vie qui pénètre la terre et mon corps. Alors que l'orge s'éclaire avec la pluie qui se calme, je ne peux presque plus parler d'avoir tant crié. Je pensais que les choses seraient plus difficiles. Dès cette première robe, je suis fidèle à mon serment. Je pense qu'il faut que je lui dise tout de suite, sinon je ne serais peut-être plus capable de le faire. J'explique aux gens ce que nous attendons de lui. Jean est un homme intelligent. Il m'écoute sans m'interrompre et j'en suis soulagée parce que je veux tout lui dire d'une traite. À la fin, je le regarde inquiète. Il sourit et dit sans hésiter « Je ferai ce travail parce que c'est un travail d'homme
et que je ne vois pas d'autre homme ici. Mais je ferai ce travail sans amour, parce que l'amour, je le garde pour nous. Un soir, au retour des foins, nous avons trouvé 2 hommes sur la place du village. C'était tout à fait incongru. Nous avions le nôtre et nous avions totalement oublié que d'autres existaient. Cette présence nouvelle était le signe de temps nouveau, ou plutôt le signe de la fin d'un temps hors du temps. Mon 2e enfant avait déjà 6 mois. Jeanne venait d'accoucher. Rose, Marie et Madeleine avaient chacune leur petit. Derrière ces 2 hommes sont venus d'autres hommes encore. Et puis des femmes. Et puis des enfants. À la fin de l'été, le Jean a fait son sac un soir. Il a dit « Demain, je reprends ma route ». Je n'ai rien dit. J'ai souri. J'aurais tout le temps pour pleurer ensuite. Je savais que c'était son dû, sa liberté, son chemin. Et j'ai profité de mon homme toute la nuit, comme la première fois. La vie tournait. Elle avait été dure et belle pour nous. Elle serait tout cela encore. La lecture en est rendue de façon sublime. Je peux dire que tu as été Ariane Ascaride, là. Comment? Tu as été Ariane Ascaride, tu sais, Ah oui. Ah oui, j'ai trouvé. Ah oui, je l'ai vu, non mais je l'ai vu. Je t'assure, avec une, voilà, ce qu'elle a, elle. Je trouvais qu'il était. Faut pas le garder secret, de toute façon. Il ne faut pas le garder dans une manche. C'est la première. C'est la première. Voilà, donc... Voilà. Ouais, vas-y. De Violetta Ayo. Voilà. Alors, ouais. Christian, moi, vous expliquez. Alors, non, je vais vous expliquer pas plus que tu peux le faire, ou que Françoise, qui m'a fourni ce texte, oui, peut le faire. Voilà, alors peut-être tu peux en dire 2 mots, Françoise. Alors, moi, je l'ai découvert dans les Alpes de Haute-Provence. C'est une amie sur le plateau de Valençol, qui habite là-bas pendant les vacances et qui connaît le village dont elle parle et la montagne de Lure, que j'ai vu aussi. Et qui, là-bas, dans une librairie modeste, à Riez, sur le plateau, bon, il y avait ce livre en plusieurs exemplaires, bon, elle me l'avait fait lire, je l'ai acheté, et je l'ai acheté avec plaisir, je l'ai apporté avec Sainte-Catherine, parce que, voilà, au retour, je me suis dit, tiens, c'est un livre à faire connaître, un petit texte qui est lu en 1 heure. Et voilà, et donc avec cette histoire qui est exceptionnelle, avec ce contexte, c'est pas du tout, enfin, c'est pas secret, mais c'est exceptionnel comme histoire. Donc de cette dame, alors je dis dans quelles circonstances moi j'ai découvert, là-bas, sur le lieu.
parce qu'il me semble l'avoir déjà lu. Ah d'accord. Ah, Ah, tu l'as peut-être lu, oui. Et ça m'a d'autant plus marqué que ma grand-mère maternelle racontait que son arrière-grand-père avait été arrêté en 1851. ah, mais c'est- Ah, Ah, dis alors, donc. c'est quand même... Oui, il avait échappé à la déportation, il avait passé 7 ans au bagne de Toulon. Ah, oui, Parce que mais d'accord. tu es de ce pays-là, Jean, toi? Moi je suis de Marseille, Oui. mais Ah, ma oui. grand-mère, Oui, du côté bien de sûr. mon arrière-grand-père, Bien qui sûr. était originaire de Bien sûr, Paris. bien sûr. Bien sûr. Les Marseillais, ils Ouais, viennent de prendre le bien monde sûr, sur le bien sûr. bateau. Ouais. Et alors, alors ce texte a été écrit, il a été remis à un notaire, c'est ça? Oui. Il a été remis à un notaire et la personne qui a écrit a remis le texte à un notaire en disant ce texte-là, vous le donnerez à ma descendante dans 30 ans. Et c'est ce que le notaire a fait, c'est bien ça. Hein. Et ainsi, c'est la descendante qui a eu ça, l'a lu, a trouvé ce texte superbe et c'était édité. Et c'est une histoire vraie, donc c'est une histoire vraie. Mais il est bien, enfin, je trouve que vous y avez apporté quelque chose de plus, finalement, au Ouais, texte, ouais, dans le livre. ouais. Et puis là, dans cette quotidienne, je trouvais que c'était Ouais. très Ouais. subtil et puis très... Les émotions, tu vois, qu'on n'arrive peut-être pas toujours à recréer, les émotions de la personne, de la femme. Je trouve que tu les as superbement évoquées. Je trouve que c'était très, Alors, très... c'est un spectacle qui peut se déplacer à Bordeaux, oui. dans les salons, etc. Il faut pas oui, beaucoup de place. ça Il fait faut pas oui, beaucoup de place. ah oui. Oui. Ah Pas oui. beaucoup de place. Oui, Vraiment, c'est- ça, vous invitez les voisins. Moi, de la farine, et puis c'est tout, quoi. Et la farine, après, tu manges du pain. Hein. Voilà. Bon, On mais va manger, ouais. alors on va boire un coup. J'ai bien travaillé parce que avec la différence, la sexualité, consentement, également consensuel, et j'ai rendu une relation de retour, moi j'ai écouté, Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est pas mieux, Rien ne se termine, mais c'est juste. mais ouais, C'est maman, c'est comme pas tu dis, mieux. c'est vrai qu'elle me fait. Et parce qu'il y a J'ai des pas pensé, mais c'est- Ouais. Mais oui, moi aussi, quelquefois, je me suis Très émouvant. retenue. Très émouvant. Et en le lisant, j'ai trouvé que c'était beau. Bon, moi, je veux organiser quelque chose à la maison. Ah, d'accord. Un petit Et moi, je t'avais demandé, les copains qui sont fait des consultations qui sont de là-bas. Lui, J'osais là-bas, pas il peut t'interrompre. venir. Jamais. Il vient À la fin, oui. parce que nous, on l'a déjà vu une fois à Bordeaux, ce texte, avec Christian. Ah oui, c'était chez Les moi. lectures. Non, c'est pas chez moi, la machine à lire. Ouais. Ah oui, c'était Mais le je t'assure que j'avais été, Christian, hein, Oui. j'avais pas été un peu déçue. Si. Voilà. J'avais pas voulu y aller. Oui, t'as bien fait. T'as bien fait, hein. T'as bien fait. Ah non. Et Harry, et Jean, c'est la Alors, Béatrice, pas gentiment. Béatrice. Si jamais on arrive sur quelque chose, Jacques et Dominique, je veux qu'ils viennent, parce que je veux qu'ils en Ah non, non, mais on a la... Ah, tu avais parlé qu'on fasse ça chez nous. Ah oui, oui. J'en oui, avais oui, parlé après, parce qu'à la place, on bien peut sûr le que faire. oui, toi à la place pas mal. Oui, On va le faire. Ah, approchez-vous là, venez. Un cidre ou prosecco ou autre chose. Regardez, approchez-vous. C'est bon, ça m'intéresse pas grand manger. Allez, John. Ah, John, John, moi. ah, c'est bon ça. T'as suivi là.